juste d'arriver. On vient en Allemagne voir des habitats participatifs et solidaires qui prennent en compte sérieusement la question du vieillissement. Donc moi je m'appelle Anne Laby, je suis sociologue et par ailleurs je suis membre bénévole d'ALAGE. On peut estimer qu'il y a à peu près une centaine de projets d'habitat participatif et solidaire en France réalisés, dont très peu en fait prennent en compte la question du vieillissement. En Allemagne, on serait à 500, d'après certains auteurs, peut-être 1000 d'après d'autres, projets réalisés, dont une grande partie très intergénérationnelle et un tiers qui serait vraiment orienté sur les retraités. On va essayer de s'inspirer de l'expérience allemande. Ok, schön, danke schön. Moi, je suis Annie Leroux et je suis la présidente de ALAGE. Alors ici, nous sommes au Béguinage de Essen, Beginenhof Essen. En fait, on peut dire que les béguinages sont des communautés de femmes intergénérationnelles et qui s'appuient sur ce qu'ont fait les Béguines dans le haut Moyen-Âge. Une grande maison. On va avoir, je crois, 25-26 appartements et on aura, inclus dans la maison, 2 étages avec à chaque étage 7 chambres médicalisées. C'est un ancien hôtel des impôts. Entrez. Je suis très heureuse. Wir wohnen seit mehr als 8 Elle habite depuis plus de 8 ans dans la maison. 30 femmes habitent ici. C'est intergénérationnel. De 28 ans à 89 ans. Chacune habite son appartement. Et puis il y a les salles communes. Quand sa voisine est malade, sa voisine lui téléphone ou elle va voir la voisine de droite, de gauche, d'en haut, ou même d'un petit peu plus loin. Puis on s'occupe, on va faire ses courses, on lui fait à manger si elle a besoin, etc. Un samedi dans le mois, donc il y a le grand ménage, avec, on fait les fenêtres, dans la cour on taille les haies, on fait tout ensemble. Un jour dans le mois, il peut y avoir des petits déjeuners communs et donc c'est le fait de travailler ensemble, c'est ça qui crée en fait la communauté. Donc il faut créer des occasions pour que les gens se retrouvent pas simplement pour parler, mais pour faire les choses ensemble. Depuis 7 ans, elle est ici. Elle pense qu'elle a vécu d'une manière beaucoup plus intensive. C'est 7 ans que les 30 dernières années où elle était toute seule. Elle est confrontée à d'autres avis, à d'autres femmes. Elle a quelque chose à faire. Pour elle, c'est un enrichissement et une manière de vivre beaucoup plus intense. Et ça a vraiment changé dans sa vie. Also pour elle, elle pense qu'elle a fait un très bon choix, elle se trouve bien ici et elle espère vivre ici jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux un jour. Pour bien vieillir, il ne faut pas vieillir seul en fait. Il faut vieillir avec d'autres, il faut être en lien avec les autres, il faut rester dans le monde quoi. Nächster Halt, Vilich-Mühldorf. On est dans la coopérative d'habitants à Marlis, qui est une coopérative intergénérationnelle à Bonn. Donc là, on a des familles qui vivent avec des personnes retraitées, des couples, des familles. Donc sur un petit ensemble de maisons. Hallo Tina! Wie geht's? En tout cas, ça marche très très bien et c'est une coopérative. Ils sont en coopérative, ils sont propriétaires collectivement, ils ont des parts sociales, et ils louent leurs appartements. Et à côté, il y a la Villa Emma qui fait aussi partie du projet, qui est aussi en coopérative, dans laquelle il y a des personnes qui sont plus vieilles, voire des personnes handicapées, des personnes dépendantes. Il y a des liens entre les deux projets, ils jardinent ensemble, les uns font à manger pour les autres, donc il y a des liens entre les deux projets. J'habite là, dans la grande maison, là. Je m'appelle Charlotte. J'ai 76, c'est vrai, oui. J'étais mariée. Je suis divorcée. Je m'appelle Tina. Donc en 92-94, il y a à peu près 7-8 personnes plutôt vieillissantes qui se sont dit mais ça serait bien qu'on se fasse un habitat dans lequel on pourrait habiter, vieillir ensemble. Et donc que font 8 personnes en Allemagne qui ont un projet? Elles créent une association. Amaryllis.
Ils sont 50 adultes. Donc une idée essentielle, c'était en fait le partage de voitures. On est arrivé avec 29 voitures et ils sont maintenant à 16 voitures, c'est-à-dire qu'ils partagent les voitures. Donc c'est pas seulement habiter ensemble, c'est aussi partager, mutualiser un certain nombre de choses. L'appartement fait 76 mètres carrés, 500 € de loyer. Pour Bonn, c'est bien. Ich habe eine kleine Rente. Donc elle a une petite retraite et donc elle reçoit une APL. Et moi, je paye 320. Donc une première exigence, c'était qu'il puisse y avoir des personnes avec des petits revenus qui habitent ici. Et une autre exigence, c'était qu'il y ait des personnes en situation de handicap. Donc il y a 3 personnes en fauteuil qui habitent à Marilis. Il y a 20 enfants. En fait, ils sont heureux qu'il y ait des enfants et des jeunes et des familles. Donc ça, c'est très important pour elles. Le secret, c'est la conscience qu'on est en train de faire quelque chose tous ensemble. Et qu'on n'est pas tout seul dans son appartement, qu'on crée quelque chose, qu'on initie quelque chose tous ensemble. Quelqu'un, un soir, va dire, écoutez, il y a un bon film qui vient de sortir, on peut soit le montrer ici, le louer, ou alors on va au cinéma, ceux qui veulent, on va au cinéma le voir. Et idem, si elle a une envie, une idée, elle sait qu'elle peut en parler et que les autres vont dire, ah bah tiens, faisons-le, quoi. Donc en fait, c'est vraiment le gros intérêt de cette forme d'habitat, c'est de sortir de la solitude. Et l'autre intérêt pour elle, c'est de se sentir utile. On est tous très actifs en fait, et on est tellement actifs ici qu'on se rend pas bien compte qu'on vieillit, à part que de temps en temps, il y a une petite douleur quelque part. Alors, elle a pris l'exemple, par exemple, de garder les enfants d'un voisin, organiser un thé, emmener quelqu'un au cinéma, voilà. Travailler dans le jardin. Il y a eu 2 femmes très âgées ici, dont une est devenue complètement aveugle et l'autre presque aveugle et largement sourde. Et en fait, ces 2 femmes ont dû quitter Marilis et ça a été un déchirement pour les personnes ici. Elles ont dû aller donc dans une maison de retraite et l'une de ces personnes qu'elle aime beaucoup, elle va la visiter dans sa maison de retraite et elle constate qu'elle se souvient très bien de ce qu'elle a vécu ici et pas de ce qu'elle a fait la veille dans sa maison de retraite. Tout simplement parce qu'à Marilis, en fait, il se passe tout le temps quelque chose. Alors que dans la maison de retraite, elle est sur son fauteuil, devant la télé, et voilà, il ne se passe rien. Donc effectivement, elle ne se souvient de rien. Personne ne veut un café, par exemple, hein? Il faut apprendre d'être vieille. Yeah? Je suis heureuse de marcher avec ma bicyclette, hein? D'être dehors et de parler et de visiter d'autres. C'est ça. Je suis jamais seule. Et quand je veux être seule, je me retire dans mon appartement. On apprend la tolérance, vraiment, ici. Qu'on habite ensemble, c'est vrai. Moi, je veux bien vieillir comme elle. C'est vrai. Il y a deux mecs qui sont assis sur une table et qui papotent. Et tout ça se fait dans une espèce d'harmonie où chacun a sa place, chacun a son rythme, chacun, etc. À l'âge, ce qu'on veut faire, c'est donner cette aide, aider les groupes à monter des projets, voilà, partout. On y va ? Faire les choses ensemble et pas toujours seul.
madame. Bonjour, c'est pour la livraison de votre repas. D'accord, je vous ouvre la porte. Merci. Très bien positionné. Aujourd'hui, partout en France, de nouveaux lieux de vie émergent. On les appelle habitats participatifs, oasis, écolieux. Ces lieux sont portés par des collectifs de citoyens qui expérimentent un mode de vie écologique et solidaire. Ils dynamisent les territoires et ils ont besoin de coopérer avec tous les élus locaux pour se concrétiser et se développer. L'habitat participatif, les oasis, c'est vraiment une démarche qui vise à un mieux vivre ensemble, où des personnes partagent des valeurs dans une forme d'entraide au quotidien, tout en ayant quand même chacun leur autonomie. J'ai l'habitude de dire que c'est du sur-mesure, parce que je pense sincèrement qu'entre le logement social et la promotion immobilière classique, il y a une troisième voie possible pour que les habitants puissent eux-mêmes participer à leur propre logement. Un habitat participatif, dans notre histoire, en fait, ça a été un montage de projets collectifs. Donc c'est ce qu'on appelle l'autopromotion. Donc on a dû s'organiser en tant que groupe. On a eu aussi également à aller prospecter les bailleurs sociaux pour faire un montage en partenariat avec les bailleurs sociaux, aller prospecter les mairies pour trouver un terrain où nous poser, prospecter les architectes également, les banques, et tout ça, faire ça ensemble. On est sur des logements tout à fait privatifs, voilà. Après, on se rencontre quasiment au quotidien, sans qu'il y ait des choses très formalisées. L'espace commun, c'est le moteur de la démarche collective. À partir du moment où on met en place du commun, on crée du lien. Du lien pour gérer ensemble, pour vivre ensemble. On a atelier, buanderie, chambre d'amis, salle commune. Et ça, tout ça se gère effectivement collectivement, crée des rencontres. Le point commun dans tous ces projets, c'est vraiment la gouvernance partagée. Donc prendre des décisions ensemble, être bienveillants les uns vis-à-vis des autres, être dans une démarche d'entraide et puis l'écologie au cœur de tout ça. Notamment sur les déchets, sur les modes de déplacement, sur un jardin partagé, sur la qualité des matériaux qui sont utilisés. On voulait tout, quoi. On voulait quelque chose d'écologique, quelque chose qui mixe les générations, les catégories sociales, enfin, et qui soit en plus accessible au plus grand nombre en termes de coûts, quoi. Très souvent, j'ai été obligé de répondre à la question « Oh là là, mais ça va être difficile de vivre à plusieurs ». Et je répondais toujours parce que tu crois que vivre seul, les gens ils sont super épanouis, et vivre en couple, c'est le bonheur absolu, hein. Moi, j'ai choisi plutôt la vie collective parce que j'étais sûr d'y trouver de l'échange, du partage, et ça correspond à mon biotope personnel. Vieillir seul dans une grande maison, quand les enfants sont partis, ça ne nous paraissait pas intéressant. Voilà, on avait envie de se rapprocher aussi des commerces, se rapprocher de la ville, de la culture, sans prendre la voiture sans arrêt. C'est à la fois respecter l'individu parce que chacun a son chez-soi, chacun a son intimité, mais c'est aussi partager du collectif. La mairie d'abord avait un
ténement foncier qu'elle avait acquis il y a déjà de nombreuses années. Et donc on s'est dit que ça peut être une formidable opportunité d'inciter à la création d'un habitat partagé sur ce ténement foncier. Alors la commune donne l'impulsion, mais il faut qu'il y ait un groupe d'habitants intéressés par cette démarche. Aujourd'hui, le problème pour pouvoir habiter en centre-ville lorsqu'on est des grandes familles ou pas d'ailleurs, c'est la question du prix du foncier. On a dû diviser par 2 notre surface constructible, nous, dans notre PLU actuel. Et à la fois, on veut quand même accueillir des jeunes familles, on veut que l'école de Dullin reste une école de village. Et l'habitat partagé permet ça, en fait. Nous, par exemple, on accueille 6 familles sur une parcelle, quoi. Dans le cas du château partagé, ce qui est intéressant, c'est que des gens s'installent, mais ils cherchent aussi à travailler localement, c'est-à-dire que voilà, ils sont maraîchers, ils sont tourneurs, ils sont boulangers, donc ce sont des gens qui ne font pas que dormir à Dullin, mais qui y vivent toute la journée. Comme tous les territoires ruraux, on voit plutôt les populations vieillir, on voit plutôt l'activité se réduire. Un projet comme celui-là, c'est 6% peut-être ou 7% de population en plus pour la commune. Mais c'est aussi des gens qui arrivent avec d'autres pratiques, des activités économiques, des métiers. Les collectivités, elles ont intérêt à avoir des collectifs dynamiques qui sont impliqués. On est impliqué dans la vie de la cité. Parce que l'expérience en elle-même, elle fédère, elle diffuse à l'échelle du quartier. C'est des habitats qui ont cette volonté en fait, de faire vivre leur territoire souvent. Puis pour moi, c'était la continuité normale, voilà, d'aller m'engager dans la mairie, c'est-à-dire c'était avec eux sur un projet de territoire. L'idée, c'est que tout le monde puisse accéder. Et du coup, on va avoir à la fois du locatif, de l'accession libre et de l'accession aidée au logement. Avoir une vraie mixité sociale. Sur Nantes Métropole, un des premiers projets d'habitat participatif se fera aussi dans du logement social. Et donc ce sera des locataires du logement social qui vont travailler à leur futur appartement. Quand les gens investissent les lieux où ils habitent, ils en prennent soin. Et pour les bailleurs sociaux, par exemple, c'est une économie terrible. Je trouve que c'est vraiment la meilleure manière de démocratiser cette démarche. Je pense que ça peut vraiment aider notre société à se transformer. Alors les élus, un peu comme les villageois, au tout début, il y avait un petit peu des méfiances. L'arrivée d'un nouveau maire il y a 3 ans nous a beaucoup aidés, puisqu'il a vraiment soutenu le projet. Il a débloqué les situations administratives qui auraient pu l'empêcher, ce projet de se faire. Et puis il y a d'autres élus qui, de par leur engagement militant ou au niveau des valeurs communes qu'ils ont avec le projet d'Ecohameau, se mobilisent. Ça ouvre la voie sur ces formes collectives, collaboratives, qui vont devoir s'inventer, parce que je crois que là où on en est, on n'a pas le choix que d'aller vers ces formes-là. Nous avons tout un réseau de collectivités engagées, volontaires, pour pouvoir développer ces projets. Ce que je trouve important au niveau des élus, c'est qu'on puisse échanger, parce qu'effectivement, c'est pas toujours simple. Et c'est important qu'au niveau national, on puisse être soutenu et qu'au niveau de la loi, ce soit justement reconnu, implanté. Et que ce soit même inscrit dans le PLU, c'est ce qu'ils ont fait à Strasbourg. Aujourd'hui, 10% des projets en ZAC, en lotissement, etc., c'est dédié à l'habitat participatif. Le GIEC dit qu'une bonne partie des mesures que l'on va devoir mettre en œuvre vont devoir se déployer au niveau local. Donc il faut qu'on y contribue, et donc l'habitat partagé, c'est aussi une réponse. Donner de l'exemple, montrer que c'est possible, faire autrement sur les projets de logement. Je crois que l'habitat participatif répond aujourd'hui à beaucoup de critères qu'on aimerait et qu'on souhaiterait sur un territoire, que ce soit le vivre ensemble, le développement des matériaux écologiques, développer peut-être des circuits courts, ou en tout cas une autre manière de vivre plus collective.